Frédéric Munier, Laurent Ferrara, bonjour. Laurent Ferrara, vous êtes professeur d'économie internationale à Schema Business School. Frédéric Munier, vous êtes professeur de géopolitique en classe préparatoire aux grandes écoles au lycée Saint-Louis à Paris et à Schema Business School. Nous sommes ici aujourd'hui pour discuter du conflit entre la Russie et l'Ukraine, pour en aborder les aspects géopolitiques et économiques et essayer d'en comprendre les raisons. Quels événements ont mené la Russie à envahir l'Ukraine? Quelles sont les conséquences, notamment économiques, pour le continent européen qui vit sa première guerre depuis le début du XXIe siècle? Quelles sont les perspectives à venir? À quoi s'attendre dans les prochains mois ou les prochaines années? Voici les grandes questions qui vont guider notre discussion aujourd'hui. Vous avez tous deux récemment écrit sur la guerre en Ukraine, Laurent Ferrara en vous intéressant aux aspects économiques et Frédéric Munier en vous intéressant aux aspects géopolitiques. Vos analyses sont publiées sur le site de Schema Publica, publica.schema.edu. Schema Publica est un think tank indépendant qui a pour objectif de produire une pensée internationale et accessible pour alimenter le débat public et mieux éclairer en amont les décideurs nationaux et internationaux. Adossé à Schema Business School, il est dirigé par Claude Revel, spécialiste et auteur en intelligence stratégique internationale. Dans un premier temps, j'aimerais que l'on s'intéresse aux causes historiques qui ont mené la Russie à envahir l'Ukraine le 24 février dernier. Je me tourne vers vous, Frédéric Munier. Le 15 mars, vous publiez dans Marianne une tribune intitulée « Malheureusement, Vladimir Poutine n'est pas fou ». Vous y expliquez que le président russe n'est pas le dirigeant irrationnel parfois dépeint dans les médias, mais que son action en Ukraine est la concrétisation d'une idéologie construite et assumée. Premièrement, pouvez-vous nous dire quelles sont les causes historiques qui ont mené la Russie à envahir l'Ukraine? Et ensuite, quelle est l'idéologie derrière cette décision du gouvernement russe? Oui, bien sûr. Alors je vais m'y employer. En réalité, si on veut comprendre, je crois, la guerre qui a débuté donc, le 24 février 2022, il faut remonter en arrière. Elle n'a pas forcément 1000 ans en arrière, à l'époque où eh bien, les peuples qui vivaient près de Kiev se sont appelés les Rousses, donc l'ancêtre des Russes en fait, chose sur laquelle d'ailleurs s'appuie Vladimir Poutine pour ses prétentions historiques. Mais je crois qu'il faut vraiment symptomatiquement revenir sur un épisode fondamental qui est la fin de la guerre froide. En effet, avec la fin de la guerre froide et donc la fin de la bipolarité, disons, du continent européen, avec à l'ouest une Europe occidentale, peinte généralement en bleu sur les cartes, pro-américaines dans le cadre de l'OTAN, et puis à l'est une Europe orientale qui était incorporée au bloc soviétique, eh bien cette décomposition a signifié en fait l'émergence de deux histoires assez vite antagonistes, contradictoires, qui aujourd'hui se percutent en quelque sorte en Ukraine. Pourquoi deux histoires? Mais parce que à l'ouest, l'Europe qui était divisée par le rideau de fer, entre d'un côté la France, l'Allemagne, l'Italie, de l'autre la Roumanie, la Bulgarie, la Pologne par exemple, cette Europe complètement divisée eh bien, a connu une unification. Et si on devait caractériser en quelques mots le destin des 30 dernières années en cette Europe réunifiée, eh bien, ce serait une transition de la part des ex-pays communistes qui ont transitionné vers l'économie de marché. 1. 2. Une unification, puisque dès 2004, puis 2007 et 2013, la majorité des ex-pays communistes ont rejoint l'Union européenne. Et enfin, une américanisation, parce que ces mêmes pays eh bien, ont rejoint l'OTAN. À ce propos, d'ailleurs, j'aimerais faire une petite incise, un pas de côté, parce que très souvent, il a été dit dans les médias que Vladimir Poutine se sentait très naturellement menacé par l'OTAN, comme s'il y avait eu le projet de la part de l'OTAN de prendre l'URSS en étau, comme si on avait forcé ces pays, en quelque sorte, à rentrer dans une alliance anti-russe. Et n'oublions pas que c'est la période soviétique et le coup de Prague, ou encore les révolutions à Budapest en 1953, à Prague en 1968, en Pologne en 1968, et la violence soviétique qui ont poussé ces pays dans les bras de l'OTAN. Il ne s'agit pas d'un projet de Washington, même si Washington, évidemment, pouvait se féliciter d'avoir de nouveaux membres. Mais encore une fois, c'est la peur, en fait, de la Russie qui a poussé ces pays. Donc, si je reprends, l'histoire occidentale de l'Europe, de l'Europe, c'est l'histoire d'une réunification, en quelque sorte, sous l'angle d'une transition économique. Le capitalisme est assumé, et puis d'une américanisation dans le cadre de l'OTAN. De l'autre côté, il s'est passé autre chose, et quelque chose de complètement différent dans l'ex-bloc soviétique devenu la Russie, plus des pays qui ont quitté l'URSS, les 3 pays baltes, la Biélorussie par exemple, l'Ukraine, la Géorgie, le Kazakhstan, l'Ouzbékistan, mais si restons sur le continent européen. Du côté de la Russie, et ça il faut absolument comprendre les motivations et la perception qu'a Vladimir Poutine. Je suis géopolitologue, j'essaie de ne pas juger, j'ai bien un avis sur la guerre, ce qui se passe est évidemment tragique, mais il s'agit de comprendre si on veut pouvoir apporter de bonnes solutions. Et ce qui se passe du point de vue russe est complètement différent, car les 30 dernières années ont été vécues sous l'angle du sentiment d'humiliation,
Vladimir Poutine l'a répété à plusieurs reprises, le pire jour de sa vie et le pire événement du XXe siècle, est selon lui le 25 décembre 1991, le jour où l'URSS a cessé d'exister. Donc un sentiment d'humiliation, car selon lui, n'oublions pas qu'il était agent du KGB, qu'il est né dans cette URSS soviétique, un sentiment d'humiliation qui est motivé par le fait que la grande URSS qu'il a connue, cette espèce de grand empire, a disparu. Deuxième chose, un sentiment d'amputation, puisque non seulement l'URSS a perdu, disons, sa puissance sur les ex-pays de l'Est, qui ont rejoint l'Union européenne, mais l'URSS a été amputée d'un certain nombre de pays que Vladimir Poutine estime russes. Les 3 pays baltes, Lettonie, la Lituanie, l'Estonie. D'ailleurs, il rappelait il y a peu de temps, en juillet 2021, que la Lituanie s'appelait auparavant, c'est assez malicieux ce qu'il disait dans un texte qu'il a écrit en juillet, la Lituanie s'appelait auparavant Grand-Duché de Lituanie et de Russie, donc il a perdu ces 3 républiques, il a perdu également la Biélorussie, l'Ukraine, la Géorgie, et puis tous les pays d'Asie centrale. Donc un sentiment de très forte amputation. Et puis le troisième sentiment russe, c'est un sentiment, au fond, si vous voulez, d'insécurité très forte, puisque, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'OTAN a progressé. Donc il faut comprendre que ces 2 histoires se percutent aujourd'hui. Et elles ont donné naissance en Russie. Vladimir Poutine, avant de diriger l'URSS, était maire de Saint-Pétersbourg. Elles ont donné lieu en Russie à une forme de néo-impérialisme très fort. Ce qui est frappant, évidemment, quand on prend l'histoire russe sur le long terme, c'est qu'on est passé de l'Empire à l'URSS, de l'URSS à la Russie nationaliste, et au fond, derrière les changements de régime, il y a quand même une constante qui est une forme d'autoritarisme impérial. Eh bien aujourd'hui, Vladimir Poutine est dans la posture, en fait, de proclamer ce néo-impérialisme et de le mener. Reprenons quelques événements, car avant l'Ukraine, rappelons-nous qu'il y a eu en 2008 la Géorgie, et en Géorgie, Vladimir Poutine a soutenu le séparatisme de provinces, l'Abkhazie et l'Ossétie du Sud. En 2014, il a mis la main sur la Crimée, d'une manière tout à fait illégale, la communauté internationale ne reconnaît pas cet accaparement. Il soutient également depuis 2014 un séparatisme dans l'est de l'Ukraine, la région qu'on appelle le Donbass. Dans la même période, il s'est rapproché très fortement de la Biélorussie et de son dictateur. Et puis depuis 2022, donc l'Ukraine. Alors, ces 2 histoires complètement antagonistes, c'est-à-dire une Europe qui grandit, une Europe de l'Est qui rejoint l'Europe de l'Ouest, qui rejoint l'OTAN d'un côté, qui durcit, qui s'enrichit, puis de l'autre côté, un espace russe qui est en train de se décomposer, se percute aujourd'hui, car finalement, pour l'OTAN, la perspective de l'OTAN, c'est de contenir la Russie, la perspective de l'UE, c'est de s'ouvrir à l'Est, et la perspective de la Russie, c'est de grandir en reprenant ses anciennes possessions. Alors là-dedans, et je finirai sur ce point, pourquoi l'Ukraine ? C'est très simple, il faut avoir une carte en tête. Quand on fait de la géopolitique, c'est d'abord de la géo, c'est-à-dire que les espaces définissent des conditions de possibilité. Comme sur un échiquier, vous avez une disposition qui rend possible de bouger telle pièce ou pas telle autre. Quand vous considérez les 5 pays qui se trouvent donc, à l'ouest de la Russie, à l'est de l'Ukraine, vous avez les 3 pays baltes, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Biélorussie et l'Ukraine. Ce sont 5 pays qui étaient auparavant des républiques soviétiques. Si Vladimir Poutine veut aujourd'hui développer une forme de néo-impérialisme, il est très difficile pour lui de s'attaquer aux 3 pays baltes, puisqu'ils sont dans l'UE et dans l'OTAN. Ce serait une guerre immédiate avec l'OTAN, avec les États-Unis. Impensable. Descendez au sud, vous avez la Biélorussie, qui est déjà un État vassalisé. Reste l'Ukraine, bien sûr, qui est en quelque sorte le maillon faible, puisque l'Ukraine n'est, pour le moment, ni dans l'ONU, ni dans l'OTAN. En plus, c'est un pays qu'il a commencé à fracturer à partir de 2008, en soutenant le séparatisme dans le Donbass. Ajoutez à cela qu'il y a des considérations qui peut-être nous échappent en Occident, qui sont liées à ce qu'on appelle en Russie le panslavisme, l'idée de mettre dans un même bloc tous les Slaves. Et dans l'entourage de Vladimir Poutine, vous avez aujourd'hui beaucoup de théoriciens panslaves qui militent pour la récupération de l'Ukraine, qui, à leurs yeux, est le foyer originel de la Russie, puisqu'effectivement, le peuple russe, vers l'an 1000, serait parti de Kiev. J'ajoute une chose là-dessus, et ce sera mon point final. C'est aussi fou de dire que Kiev étant le lieu d'origine des Russes, Kiev est russe, que si Emmanuel Macron disait que comme les Français descendent des Francs, il faudrait donc récupérer la zone d'où proviennent les Francs, qui était la France ripuaire, c'est-à-dire en fait la Belgique actuelle, bien sûr. Nul ne pense à remettre en cause les frontières. Donc en quelque sorte, et pour finir, ce problème vient de loin, de moyennement loin, d'une grosse trentaine d'années, des conditions en fait de décomposition-recomposition de l'Europe à l'issue de la guerre froide, avec aujourd'hui un point nodal
qui est l'Ukraine, et qui est pour Vladimir Poutine à la fois une question d'amour-propre, bien sûr, mais également une question stratégique, car l'Ukraine, encore une fois, est pour l'instant un pays auquel il pensait pouvoir s'attaquer rapidement, sans contrepartie, sans mesure de rétaliation, en quelque sorte, occidentale. Voilà. Les forces russes entrent donc en Ukraine le 24 février dernier. Le bilan humain depuis en Ukraine est lourd. Plusieurs milliers de soldats ont été tués par les deux armées ennemies et les victimes civiles sont malheureusement de plus en plus nombreuses. Début avril, l'ONU estimait les pertes civiles à 1400 et le nombre de blessés à 2000, en précisant bien entendu que le bilan réel était beaucoup plus élevé. La Cour pénale internationale a ouvert une enquête sur des allégations de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité début mars 2022. Selon l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, près de 10 millions de personnes ont été déplacées à cause du conflit. 4 millions ont fui l'Ukraine pour échapper à la guerre, tandis que plus de 6 millions de personnes ont dû quitter leur foyer pour d'autres villes ukrainiennes moins touchées par les combats. Face à cette catastrophe humaine et à l'urgence humanitaire, les conséquences économiques sur le reste de l'Europe, bien évidemment, paraissent secondaires. L'économie ukrainienne est à l'arrêt. La Russie fait face à des sanctions économiques sans précédent de la part du monde occidental, mais aussi de plusieurs puissances asiatiques. Laurent Ferrara, pouvez-vous nous expliquer quelles sont d'ores et déjà les conséquences économiques pour l'Europe et pour le monde du conflit ? Alors, comme vous l'avez dit, d'abord, les conséquences économiques sont des conséquences de second ordre au vu du bilan humain de cette guerre. Mais malgré tout, je pense que c'est important d'essayer d'évaluer, malgré la grande incertitude que l'on a autour de ces mesures, parce que c'est un aspect important de ce qui est en train de se passer. Donc, d'abord, si on prend les deux protagonistes, d'abord l'Ukraine. Donc les conséquences économiques de l'Ukraine, ça va être assez difficile à évaluer parce que ça va dépendre évidemment de la durée de la guerre et de l'impact sur le capital physique, c'est-à-dire les usines, les infrastructures, les routes, etc. Donc là, on va avoir une perte de capital physique qui va prendre longtemps pour récupérer. Deuxièmement, on a aussi une perte de capital humain. Donc vous avez évoqué, il y a 10 millions de personnes qui ont bougé, mais il y a 4 millions de personnes, un peu plus même, qui sont sorties du pays. Donc là, on a aussi une perte de capital humain. Donc si on combine les deux, on va avoir dans les années à venir ce qu'on appelle une baisse de la croissance potentielle de l'Ukraine. L'Ukraine va avoir un effet permanent de cette guerre sur son potentiel de croissance et elle va avoir du mal à s'en remettre. Il faudra que les institutions internationales aident ce pays-là dans sa reconstruction. Du côté de la Russie, les principaux instituts de conjoncture évaluent environ une perte d'activité économique entre 10-15% pour 2022. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez conséquent, d'assez fort, principalement lié aux sanctions, lié également au fait que des entreprises partent de Russie. Donc l'activité économique, on s'attend vraiment à une baisse marquée, ce qu'on appelle une récession économique en Russie. Au-delà de ces deux protagonistes, l'effet sur l'économie mondiale n'est pas neutre. On était en phase de reprise. On a connu 2 années de Covid, 2020-2021. L'an dernier, on a connu une croissance du PIB mondial d'environ 6% en 2021. Cette année, pour 2022, on s'attendait à un léger ralentissement autour de 4,5%. Mais 4,5% de croissance, c'est quelque chose d'assez bon, d'assez conséquent pour l'économie mondiale. Donc on était en train de sortir un petit peu la tête de l'eau à l'issue du Covid. Et là, un deuxième choc qui arrive à ce moment-là. Les évaluations qui ont été faites notamment par l'OCDE et puis par le FMI évaluent à environ une perte de 1 point de croissance sur le PIB mondial. C'est-à-dire qu'au lieu de croître à 4,5% en 2022, on devrait croître autour de 3,5% avec des effets assez hétérogènes selon les pays. Et évidemment, plus on est près de la Russie et de l'Ukraine en termes géographiques, plus on va être affecté. Alors, quels sont les canaux de transmission de cette crise ? J'en vois 2 principaux. D'abord, évidemment, le canal du commerce. Parce qu'on va avoir des sanctions vis-à-vis de la Russie. Donc, même si la Russie n'est pas fortement intégrée dans les chaînes de valeur globales, c'est pas un pays comme, par exemple, la Corée du Sud qui fabrique des microprocesseurs, ce genre de produits. Mais malgré tout, cela va affecter le commerce mondial, notamment via les matières premières.
les matières premières énergétiques, on pense au pétrole, au gaz, et des matières premières alimentaires. L'Ukraine aussi est un producteur de blé, de maïs. Et puis, ça a un coût aussi sur les matières premières industrielles, donc le cuivre, par exemple, qui a cru fortement lors de la période récente. Alors, ce commerce-là était en train de reprendre aussi, sorti de la crise Covid. Et là, on va avoir à nouveau une baisse du commerce mondial qui va impacter sur le PIB mondial. L'autre canal qui me semble peut-être plus de premier ordre, c'est, comme je l'ai évoqué, c'est la hausse du prix des matières premières. Donc là, on était déjà dans le contexte pré-guerre. En sortie de Covid, on a connu des hausses marquées des prix des matières premières. Que ce soit en particulier le pétrole. Pourquoi ? Parce qu'on a eu une demande qui était très forte en sortie de crise Covid et une offre qui n'arrivait pas à ajuster au niveau de la demande. Donc, dans ces cas-là, quand on a ce type de décalage, eh bien, les prix ont tendance à croître. Et donc, on avait un prix du pétrole qui était en train de monter. Donc, on s'interrogeait, on pensait avant la guerre en Ukraine que le pétrole allait un peu stagner. Puis, on pensait qu'au cours de l'année 2022, on allait revenir dans des zones un peu plus standards. Et une inflation, donc, in fine, puisque c'est ça qui nous intéresse, c'est l'effet de la hausse du prix du pétrole sur l'inflation. Une inflation qui allait revenir dans des zones raisonnables, disons, pas loin des cibles des banques centrales. Ce deuxième choc-là, c'est-à-dire cette crise, cette guerre en Ukraine, a eu un double effet qui fait qu'aujourd'hui, on se demande un peu où on va aller en termes de hausse des prix. On est passé au-dessus des $120 le baril pendant un petit moment. Aujourd'hui, on est sur une sorte de plateau au-dessus des $100 le baril, ce qui est extrêmement élevé. Et donc, évidemment, tout ça pèse sur l'inflation. Donc les prix pour les consommateurs, donc ça rogne le pouvoir d'achat des ménages. On le voit bien quand les ménages vont à la pompe remplir la voiture d'essence, et bien ça coûte beaucoup plus cher aujourd'hui. Donc c'est une dépense contrainte et il reste moins d'argent à dépenser pour le reste. Donc la consommation des ménages, qui est un important moteur de la croissance, va être affectée. Deuxième moteur, c'est les entreprises. Donc les marges des entreprises vont être rognées parce que le coût des inputs, une entreprise qui importe de l'acier, qui utilise du pétrole, qui utilise du gaz pour sa production, va voir sa marge se réduire. Donc, elle va avoir moins d'argent disponible. Donc, ça veut dire aussi moins d'investissement derrière. Donc, au global, on voit que l'effet va être relativement direct sur l'activité économique. Dans ce type de choc, c'est typiquement ce qu'on appelle un choc d'offre. Donc c'est une offre d'offre sur les prix qui fait monter les prix et baisser la demande. Donc ça, c'est un cas très particulier. Quelquefois, on parle du terme de stagflation. Je ne sais pas si c'est le terme vraiment approprié, mais dans tous les cas, on a un choc d'offre qui fait monter les prix et stagner l'activité. Donc là, on sait que ce type de choc, ce sont des chocs qui ont les effets les plus négatifs sur l'activité économique, contrairement à des chocs de demande. Donc, par exemple, quand on essaie de comparer ce qui se passe en ce moment avec le passé, un point que les gens quelquefois prennent, c'est l'année 2008 où on avait eu une hausse des prix du pétrole très élevée. C'est pas le bon point de comparaison, parce que la hausse des prix à ce moment-là, c'était lié à des effets de demande. Un point de comparaison, c'est le choc pétrolier de 74, qui était en 73, avec l'embargo, qui a engendré une récession en 74-75. Donc vraiment, l'élément de comparaison, je pense que c'est ce choc pétrolier-là, dans le passé, qui a eu un effet assez fort sur l'économie mondiale. On a eu une baisse de 3,5 de points de PIB. Ok, donc voilà, donc on s'attend à ce canal-là, le canal des prix, et un effet assez négatif sur l'activité économique, avec des effets hétérogènes. Évidemment, la zone euro va être très fortement impactée, parce qu'on sait que la France, et notamment l'Allemagne, qui est le pays un des gros pays les plus impactés du fait de son exposition aux imports de gaz russe, aux imports de pétrole russe. Il y a d'autres pays, on avait évoqué les pays baltes tout à l'heure, les pays baltes vont être aussi extrêmement impactés. Donc la zone euro, l'ensemble ensemble, va être plus impactée par ce phénomène que les États-Unis. Par exemple, les États-Unis déjà sont plus loin géographiquement, sont moins dépendants, et puis les États-Unis, aujourd'hui, sont de manière effective un pays exportateur net de produits pétroliers. Donc quand les prix du pétrole vont à la hausse, quelque part ils bénéficient
de cette hausse sur l'évolution des prix via l'investissement, via l'emploi dans ce secteur. Donc, les États-Unis devraient être relativement plus faiblement impactés. On a fait des mesures avec des collègues dans des travaux de recherche récemment. On a évalué qu'environ le risque macro est 3 fois plus élevé en zone euro qu'aux États-Unis, directement lié à cette guerre en Ukraine. Donc, face à toutes ces conséquences que vous évoquez, donc le risque d'une baisse significative du commerce mondial, celui d'une récession en zone euro, quelles sont les politiques économiques que les dirigeants européens notamment pourraient mettre en place pour mitiger ces risques ? Alors ce type de choc, donc ce choc d'offres qui fait monter les prix et baisser la croissance, est très difficile à gérer pour une banque centrale. On a envie que la banque centrale monte ses taux d'intérêt pour juguler cette inflation. Si la banque centrale fait ça, en montant ses taux d'intérêt, eh bien, elle va diminuer d'autant la croissance. Si les expériences passées nous montrent que, par exemple, aux États-Unis, lorsqu'on a eu ce type de choc, si je prends l'exemple du choc de 73, du choc pétrolier 73, avec la récession qui a suivi en 74-75, eh bien, une grande partie de la récession est due au resserrement de la politique monétaire de la Fed à ce moment-là. Okay. Donc il faut faire très attention, je pense, en termes de politique monétaire. Les banques centrales sont dans une position extrêmement fragile aujourd'hui. Elles sont relativement gênées aux entournures parce que à la fois, elles doivent monter et resserrer la politique monétaire pour freiner l'inflation, mais si elles font ça, elles vont casser la croissance. Donc pour elles, c'est très difficile et je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, elles soient bien équipées pour gérer ce type de choc d'offres. Je pense que la réponse doit venir de la politique budgétaire et du gouvernement en particulier. Donc, elle doit venir via la mise en place de boucliers tarifaires, c'est ce qui a été fait, par exemple, en France par le gouvernement actuel. Les travaux récents de l'INSEE ont montré que, via ce bouclier tarifaire, on a réussi à diminuer l'inflation d'environ 1,5 point. D'accord ? C'est-à-dire, aujourd'hui, l'inflation en France est de 4,5% au mois de mars. Sans ce bouclier tarifaire, elle serait de 6%. Okay. Donc c'est ce genre de choses qui peuvent être mises en place pour limiter un peu la hausse des prix, éventuellement subventionner aussi les dépenses énergétiques, comme on l'a vu récemment, ce qui a été mis en place par le gouvernement pour essayer de limiter les dégâts à la pompe, si je puis dire. Ce qui devrait être peut-être un peu plus mené, ça devrait être des politiques un peu plus ciblées. On sait que ce type de choc affecte plus fortement les ménages les plus contraints financièrement par rapport aux ménages les plus riches. Donc peut-être qu'en ciblant de manière plus claire les ménages les plus contraints, les ménages les plus pauvres, à ce moment-là, on devrait peut-être améliorer, essayer de faire passer un petit peu cette pilule inflationniste et revenir à des choses un peu plus standards. Dernier point sur ce sujet-là, c'est peut-être un des aspects positifs, pour finir peut-être sur une note positive de cette crise, peut-être que cette crise va constituer une incitation au développement des énergies renouvelables. C'est-à-dire, on voit bien aujourd'hui qu'on ne peut pas être dépendant d'un pays géré de manière un peu autocratique. Il y a des risques très forts de ce côté-là. Ça fait des années qu'on sait qu'on doit démarrer notre transition énergétique. Pour X raisons, on a tendance à procrastiner cela. Peut-être que si j'y vois un aspect positif, cette crise-là, cette guerre-là va peut-être constituer le déclencheur de la transition énergétique à venir et enfin le développement des investissements pour avoir une économie beaucoup plus verte à l'avenir. Venons-en à présent aux perspectives géopolitiques. Peut-être sans aller jusque s'aventurer à prédire les issues du conflit, ce qui est toujours un exercice délicat, Frédéric Munier, est-il possible dès aujourd'hui de tirer des enseignements du début de ce conflit ? Oui, bien sûr. Un certain nombre d'ailleurs. Alors, dans l'article que j'ai rédigé, puisque Laurent et moi avons chacun rédigé une tribune, vous l'avez dit, pour Publica, j'en envisage un certain nombre. Je ne veux pas tous les énumérer ici, mais reprendre peut-être ceux qui me semblent les plus fondamentaux. D'abord, il me semble que cette guerre, alors je vais dire une palissade, mais qui est importante, c'est la première des grandes guerres du XXIe siècle, très bien, mais qu'est-ce que je veux dire par là ?
elle offre un visage complètement nouveau de la guerre. D'abord, elle illustre ce qu'on appelle de plus en plus des guerres hybrides, c'est-à-dire des guerres dans lesquelles vous avez des armées conventionnelles, bien sûr, il y a également une utilisation du cyber, il y a des cyberattaques, vous avez des milices qui viennent s'ajouter à ça, vous avez même la population civile, donc on imbrique, si vous voulez, des armées classiques, des populations civiles qui font la guerre, des Ukrainiens qui se défendent. Et puis, encore une fois, des milices, puisque la milice russe Wagner, par exemple, intervient. Vous avez des milices également dans l'est du Donbass, enfin, qui agitent, qui sont là depuis 8 ans et qui jouent un rôle dans la guerre. Donc, on a quelque chose de tout à fait nouveau. Sans compter d'ailleurs que dans cette guerre, la doctrine atomique a été évoquée. Je rappelle qu'en novembre 2021, pour la première fois, la Russie a envoyé un missile atomique en haute atmosphère pour faire exploser un de ses anciens satellites. Qu'est-ce qu'elle disait par là ? Qu'elle n'utiliserait, c'est un signe fort, c'est-à-dire qu'elle n'utilisera peut-être pas l'atome pour bombarder un pays, mais que l'atome dont on pensait qu'il était la force que l'on stockait pour ne jamais être utilisé, eh bien, peut être utilisé. Imaginez que demain, dans le cadre d'un conflit, eh bien, certains de nos satellites, qui sont essentiels à la diffusion des informations, eh bien, soient explosés en haute atmosphère, on se trouverait dans de grandes difficultés, vous voyez. Donc, c'est bien un nouveau type de guerre qu'on voit s'élaborer sous nos yeux. Ce qui me fait arriver à un deuxième ensemble de points, c'est bien parce que c'est une guerre d'un type nouveau qu'elle est difficilement gagnable aussi par la Russie. On est face à une guerre qu'on appelle asymétrique, c'est-à-dire avec une armée conventionnelle d'un côté, même s'il y a... et puis de l'autre, une population. On sait par exemple que pour prendre une ville, il faut qu'il y ait un ratio à peu près de 1 à 5. Il faut qu'il y ait 5 fois plus de militaires pour pouvoir prendre une ville. Mais quand vous avez en face de vous, dans une ville, tous les hommes en âge de combattre, les Ukrainiens qui prennent des armes, parfois avec leurs compagnes, vous avez sûrement vu ça à la télévision, les Russes se trouvent devant une guerre qu'ils n'avaient pas imaginée. Nous savons qu'en fait, le but était de prendre Kiev extrêmement rapidement, de faire une sorte de blitz, de prendre Kiev, de destituer le gouvernement, de mettre un gouvernement ami, en quelque sorte, pro-russe, je veux dire. Or, c'est pas ça qui est en train de se passer, donc on a un conflit qui est dans la durée, et il illustre, une fois encore, ce que Bertrand Badi disait dans un livre il y a presque 20 ans maintenant, l'impuissance de la puissance. La deuxième armée du globe n'arrive pas à gagner une guerre, tout comme les États-Unis n'ont pas réussi à gagner la guerre d'Afghanistan, tout comme ils se sont embourbés en Irak, tout comme ils avaient perdu le Vietnam il y a 50 ans, ne l'oublions pas bien sûr. C'est-à-dire que lorsqu'on est dans des conflits asymétriques, où une armée a face à elle la population civile et des gens qui sont engagés jusqu'à la mort, est extrêmement difficile, sauf à exterminer toute la population, évidemment. Ce conflit, encore une fois, est probablement très difficile à gagner. Certains commentateurs n'hésitent même pas à dire qu'en quelque sorte, Vladimir Poutine a déjà perdu, puisque le but initial était de prendre très vite l'Ukraine, de destituer le gouvernement d'une manière si rapide que la communauté internationale n'aurait rien pu faire. La dernière chose que je mettrai en avant peut-être, c'est qu'il faudra surveiller dans les temps qui viennent, on arrive un peu à la prospective, ce qui va se passer autour du tandem sino-russe. La Chine et la Russie ont réaffirmé il y a quelques mois, leur amitié indéfectible, ça a été encore réaffirmé il y a une dizaine de jours, bien sûr. Néanmoins, il ne faut pas être tout à fait naïf. Le fait même qu'au Conseil de sécurité, quand une résolution a déploré la Chine, n'ait pas mis son veto, mais se soit abstenue de voter, est tout de même un signe fort, n'est-ce pas ? Alors bien sûr, Pékin observe ce qui est en train de se passer. Bien sûr, Pékin et Moscou sont des alliés. Le plus gros contrat gazier de l'histoire a été signé en 2014 entre ces deux pays, d'ailleurs. Ils appartiennent tous les deux à l'OCS, à l'Organisation de coopération de Shanghai. Ils sont membres fondamentaux des BRICS, bien sûr, ce forum des émergents, etc. Bref, la Russie est partie prenante des routes de la soie, bien sûr. Donc il y a une alliance. Néanmoins, et ça il faudra vraiment l'observer, plus la guerre dure, plus, vous le notiez d'ailleurs, des crimes de guerre risquent d'être avérés. Plus il sera difficile pour Pékin de soutenir de façon indéfectible, évidemment, les actions. Et donc, l'une des questions qui va se poser dans les temps qui viennent, c'est jusqu'à quand ? Et est-ce que cette guerre ne va pas peser ? N'oublions pas qu'en plus, il y a une différence. Je crois que Laurent serait bien plus expert que moi pour vous le dire, mais une différence de PIB considérable entre la Russie et la Chine. En termes de ressources également, la Chine est extrêmement riche, je pense en métaux, des terres rares, etc. Bien sûr, elle a besoin du gaz russe. Mais du moins, il y a une disproportion très grande. Ces deux pays sont peut-être alliés pour le moment, ils ne sont pas égaux dans l'ordre des puissances. Et donc, si la guerre durait, s'il s'avérait, encore une fois, que les meurtres qu'on reproche en ce moment aux Russes soient avérés, eh bien, la Russie pourrait devenir un allié encombrant. Alors j'arrive peut-être, même si vous l'avez mentionné, c'est difficile, à quelle solution ? Puisqu'une guerre, quand est-ce qu'on commence une guerre ? Quand on est sûr de la gagner.
C'est probablement l'erreur de ceux qui la déclenchent. L'Allemagne était sûre de la gagner en 14. Guillaume II invite ses soldats pour une, je cite, une petite guerre fraîche et joyeuse, en leur donnant rendez-vous à Paris la semaine suivante. Bon, 4 ans et demi de guerre, 20 millions de morts. Pareil en 39, évidemment. Poutine pensait la gagner. Il faudra bien s'en sortir d'une manière ou d'une autre. Il faudra qu'à un moment donné, les armes soient remplacées par des diplomates. Et que ces diplomates soient ingénieux et trouvent une solution dans laquelle les deux parties puissent sortir sans être humiliés. C'est les conditions d'une paix un peu durable, si vous voulez. Probablement qu'on peut imaginer une solution dans laquelle il y a un partage de l'Ukraine. Le président Zelensky, d'ailleurs, ne s'est pas dit complètement opposé, d'autant que le Donbass pèse finalement, puisqu'il est résolument hostile à Kiev. On pourrait imaginer un partage. Et finalement, de même que la Russie a pris la Crimée, qu'elle mette la main sur le Donbass. Et puis, il y a quelque chose qui pourrait s'apparenter à une forme de finlandisation, ou en tout cas de neutralité de l'Ukraine. D'ailleurs, dans l'actualité récente, le président Zelensky a déclaré dans les jours derniers qu'il renonçait à l'adhésion de son pays à l'OTAN. Mais pas à l'UE. L'UE n'est pas menaçante. L'UE est un espace de croissance, c'est un marché, bien sûr. Donc on pourrait imaginer à très long terme, c'est un scénario possible, qu'encore une fois, l'Ukraine soit partitionnée, que l'Ukraine s'engage à ne jamais adhérer à l'OTAN, ce qui est manifestement une ligne rouge pour Moscou, mais qu'en même temps, l'Ukraine ne ferme pas la porte, et l'Union européenne ne ferme pas la porte à une adhésion. Alors, dans le temps européen, dont on sait qu'il se calcule en mois et en années, n'est-ce pas, et pas en jours et en semaines. Voilà un petit peu, je pense, ce que l'on peut dire à ce moment de cette crise gravissime. Frédéric Munier, Laurent Ferrara, merci à tous les deux pour vos éclairages. Rendez-vous sur le site de Schema Publica, publica.schema.edu, pour retrouver toutes nos analyses du conflit russo-ukrainien. Merci à toutes et à tous pour votre écoute.